Ouais. Bonjour Marine, et merci de m'accueillir pour parler du diabète et de l'image de soi. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement et dire aussi depuis quand tu es diagnostiqué? Alors, je m'appelle Benoît, j'ai 43 ans, j'habite en Savoie, à côté de Chambéry, à Aix-les-Bains, à côté du lac. J'ai été diagnostiqué il y a 3 ans et demi, Ok. au mois de décembre, et je suis toujours sous stylo. Je suis pas passé encore sous pompe insuline. Alors, si tu devais te définir en 3 mots, ça serait quoi? Me définir en 3 mots, je dirais sportif, amoureux de la nature, mais un peu aventurier. Qu'est-ce qui a changé en fait en la perception que tu avais de toi avant la maladie, puis au moment et après Le plus gros changement, il a plutôt été associé en fait à une certaine forme de casse sociétale dans laquelle j'étais. C'est-à-dire qu'avant, j'étais une personne lambda par rapport à des personnes lambda. Et du jour au lendemain, même si je ne l'ai pas intégré dès le début, je me suis retrouvé en fait une certaine forme d'unicité dans un environnement qui était du coup le milieu des diabétiques. J'ai quand même eu l'impression, a posteriori, en ayant un peu réfléchi au sujet, que ça m'avait permis de me donner plus d'importance, puisque du coup j'étais un peu dans une niche en termes d'image intellectuelle. Donc là je parle pas d'image physique, mais que par exemple je fais beaucoup de course à pied. Au début j'étais quelqu'un qui faisait de la course à pied parmi des coureurs qui faisaient de la course à pied, et du jour au lendemain je suis devenu quelqu'un qui faisait de la course à pied dans un milieu de personnes qui avaient une maladie auto-immune. Et donc du coup ça m'a donné un peu cette spécificité là, qui était en fait au début dans mon ancienne vie quelque chose qui était assez banal. Quand on devient diabétique, on a n'importe quelle maladie auto-immune, c'est soit on accepte que finalement on a un rôle à jouer dans un cercle qui est peut-être un peu plus fermé que celui qu'on avait auparavant, soit on subit ce changement d'image ou de regard des autres. Après, je pense pas qu'il y ait vraiment un changement de regard des autres par rapport à nous. Je pense que c'est nous qui changeons notre regard par rapport aux autres. Ouais. Parce qu'en fait, quand on voit les autres, on a l'impression qu'il y a un effet miroir, et en fait, on se voit nous-mêmes avec notre pathologie. Et je pense que c'est presque la chose la plus difficile, c'est d'intégrer le fait que les gens, là où nous on avait une faiblesse en fait identifiée, on avait l'impression que cette faiblesse elle transpirait dans les yeux des personnes qu'on rencontrait, alors qu'en fait eux ils voyaient une force. Et en fait c'était le switch entre cette faiblesse et cette force qui était, je pense, le cheminement le plus difficile dans la maladie. Okay. C'est de se dire que nous, ce qu'on voit comme étant un handicap, en fait les gens ils le voient comme une force mentale importante puisqu'on gère notre handicap. Alors que nous, on a du mal à faire le lien entre cette force en fait qu'on a en nous et la vision qu'on peut avoir de nous au niveau du handicap. Moi, c'est une question en fait que je pose encore aujourd'hui beaucoup aux personnes que je rencontre, et que mes nouvelles relations sociales en fait. C'est pas une question que je pose de suite, mais en fait quand ça rentre un peu plus dans le cercle fermé, c'est quelque chose que je demande un peu plus tard pour savoir quelle est la perception ils ont par rapport à cette maladie. Et c'est vrai que souvent, moi, quand j'en parle un peu avec de la retenue, puisque j'ai l'impression que c'est pas forcément confortable de discuter d'une maladie. Et donc, du coup, j'ai l'impression que c'est un peu péjoratif. Et en fait, quand j'ai un retour de la part de mon cercle social, tout le monde me dit, en fait, c'est génial ce que tu racontes, parce qu'on voit que t'en fais quelque chose. Et c'est vrai que c'est un filtre qu'on a du mal parfois à intégrer quand on rencontre de nouvelles personnes. C'est aussi rassurant aussi d'avoir ce retour-là. Ouais, c'est rassurant sur le fait en fait qu'on se dit qu'en fait c'est pas un frein à l'intégration dans un cercle social, alors que parfois on a l'impression qu'en fait comme on voit qu'on est unique, enfin qu'on fait partie d'un certain cercle restreint, on a l'impression que les deux cercles ils peuvent pas forcément cohabiter. Et bien souvent on se rend compte qu'il y a une cohabitation qui est tout à fait possible. Est-ce qu'il y a eu un moment en fait précis où tu as senti qu'il y a eu ce switch-là, en fait, au niveau de ton, on va dire, toi d'avant et ton toi de maintenant? Ou est-ce que ça s'est fait plutôt fluidement ou Pour moi, le switch, il a eu lieu en fait, grâce aux réseaux sociaux. Parce que donc moi, j'aime bien le sport. Et le sport, c'est quelque chose que je voulais absolument maintenir dans ma vie suite à l'arrivée du diabète. Sauf que je ne savais pas forcément comment m'y prendre pour pouvoir continuer l'activité sportive en gérant la glycémie. Et donc j'avais créé un compte Instagram en me disant tiens, je vais aller sur Instagram partager mes activités et comme ça me permettra de rencontrer des gens qui font des activités physiques et je pourrais m'inspirer d'eux. Et en fait, très rapidement, c'est plutôt moi qui ai eu des retours, comme quoi j'étais une certaine forme d'inspiration. Et c'est là que j'ai en fait eu le déclic de me dire mais en fait, je suis rentré dans une communauté. Et dans cette communauté, l'image que je vais avoir sera pas forcément l'image que j'avais dans ma vie du quotidien auparavant, puisque finalement j'ai des choses peut-être à montrer qui peuvent aider certains ou inspirer d'autres, et moi je vais être inspiré aussi, donc il y a un partage je trouve qui est plus important
qui se crée à ce moment-là. Donc en fait, cette image de moi, en fait, j'ai compris qu'il y avait 2 moi. Il y avait le moi qui était dans la communauté des personnes diabétiques de type 1, et il y avait le moi qui était en interaction avec les personnes du cercle un peu plus sociétal classique. Et donc ces 2 cercles avec deux images qui sont différentes. Et après, c'est comment réussir à faire cohabiter ces 2 images. Donc c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vu qu'il y avait que j'étais en fait le cul entre 2 chaises, entre le cercle des personnes malades et le cercle des personnes non malades. Et donc pour toi, les réseaux sociaux, ça a un peu été une forme de thérapie ou ça t'a aidé peut-être à y voir plus clair Ça a été une thérapie dans le sens où ça m'a permis de rencontrer des gens. En fait, on ne croise pas des personnes malades dans notre quotidien tous les jours, et peut-être elles le sont, elles en parlent peu. Par contre, le fait d'être sur les réseaux sociaux, ça nous amène à aller identifier des comptes qui vont nous permettre de trouver des gens similaires, semblables. Et donc, du coup, après, ça va ouvrir cette communauté à d'autres personnes que j'ai pu rencontrer par la suite. Donc, je dirais pas que c'est les réseaux sociaux qui ont été la thérapie. Ça a été un moyen de mise en relation avec des personnes qui, elles, m'ont aidé à avancer sur ma maladie. Est-ce qu'il y a aussi le fait de se sentir peut-être moins seul? Est-ce que la communauté t'a peut-être aidé Ouais, il y a beaucoup de côté-là? Il y a beaucoup de ça, parce qu'en fait, j'ai mis longtemps à rencontrer mon premier diabétique. Mais et c'est vrai que j'ai eu l'impression pendant de nombreux mois de ne pas être compris des gens avec qui j'ai discuté de ma maladie. Parce que je pense que de toute façon, quand on porte quelque chose en nous que les autres n'ont pas, l'explication ou la compréhension de ce phénomène est souvent difficile. Et c'est vrai que la première fois que j'ai rencontré quelqu'un qui parlait le même langage que moi, en fait, c'est là où j'ai... Peut-être que là, ça a été une forme de thérapie, puisque finalement, on comprend qu'on n'est pas tout seul dans notre compréhension. En fait, au début, on a l'impression que tout ce qu'on vit, c'est unique, que personne ne peut connaître ça, que c'est difficile, etc. Et je pense que le jour où on rencontre des gens qui portent la même chose que nous, ça nous permet de le partager un peu. Et du coup, c'est une forme de soulagement aussi de partager son poids avec des gens qui portent un peu le même fardeau. On porte à plusieurs. Ouais. Merci déjà pour ce partage. Et là, tu mets le mot fardeau. Est-ce que... Alors, c'est le mot que je mettais au début, le fardeau. Ouais. Parce qu'au début, oui, je portais quelque chose tout seul, et donc du coup, le fait de rencontrer quelqu'un, j'ai eu l'impression de lâcher un peu de mon fardeau. Aujourd'hui, j'y vis avec depuis un peu plus de 3 ans. Donc c'est quand même plus devenu une habitude qu'un sac à dos un peu trop lourd. Et puis moi, il fait beaucoup de trail, je pense que même un sac à dos qui est lourd, à un moment donné, plus on marche avec et moins on le sent. Parce que plus on s'habitue à marcher avec, et plus on se muscle, on se renforce. Donc aujourd'hui, non, c'est pas... Ça reste une vie avec certaines contraintes. Par contre, je pense que le temps fait qu'on s'habitue de toute façon un peu à tout. On s'habitue aux contraintes. Donc aujourd'hui, moi, je vois plutôt... malgré ces contraintes, j'arrive à trouver une forme de chance et de satisfaction aussi d'être dans un milieu qui est peut-être un peu plus fermé, parce que je me sens moins noyé dans la masse. Je fais souvent le lien avec le film Lost in Translation, où tu as 2 Américains qui se retrouvent au Japon et qui se rendent compte qu'ils parlent le même langage, et du coup ça crée une interaction, parce que on sait tous que quand on va à l'étranger et qu'on rencontre quelqu'un qui vient du même pays que nous, on est rapidement copains. Alors que pourtant, on ne serait pas forcément devenus copains dans la vie de tous les jours, dans notre contexte habituel. Et là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve, on a un langage, on communique de la même façon. Et même si on a des passions, des caractères différents, ce lien-là, il est tellement fort que ça permet de, je pense, faire abstraction de beaucoup d'autres critères qui seraient des critères de notre vie quotidienne avec d'autres interactions sociales. En fait, on est des diabétiques de type 1 qui avons une vie. Et ça vient, je pense, un peu avant tout, dans tous les cas, puisque c'est ça qui, en termes de charge mentale au quotidien, nous occupe le plus. Si tu devais dire un aspect de ta personnalité qui t'a aidé en fait à avancer avec cette maladie, ça serait quoi? Ouais, il y a 2 aspects de ma personnalité, je pense, qui m'ont beaucoup aidé. C'est que je suis ultra positif. C'est-à-dire que quoi qu'il m'arrive, je vais toujours essayer de tourner de la bonne façon pour en faire quelque chose de bien, puisque de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, quand il m'arrive des épreuves dans la vie, je vais toujours essayer d'en profiter pour progresser moi-même, faire mon propre développement personnel par rapport à ça. Et ensuite, c'est, je pense, le fait que je suis très curieux et très pragmatique. Parce que pour gérer une maladie comme le diabète, il faut vraiment comprendre vraiment comment ça fonctionne et savoir s'auto-analyser, se faire des retours d'expérience en permanence, c'est un peu la résolution de problèmes perpétuelle. Et je pense que ça, c'est une capacité que j'ai toujours développée, d'avoir cette résolution de problèmes en permanence. Et je pense que le fait d'être positif et de me poser des questions sur comment avancer avec cette maladie,
ça m'a quand même aidé à progresser très vite. As-tu ressenti donc un impact sur ton estime de toi, ta confiance en toi par rapport à ton corps, par rapport à la maladie ou pas? J'ai eu beaucoup de difficultés à me mettre torse nu au début de la maladie. J'avais vraiment l'impression que j'allais être jugé sur le fait de porter un capteur sur le bras et que ça symbolisait en fait le fait d'être en mauvaise santé. Donc ouais, ça m'a beaucoup impacté. J'ai beaucoup été impacté aussi par le fait de faire des hypoglycémies en communauté au début, puisque c'était un signe de faiblesse. Moi, qui ai plutôt tendance à être positif, à régler des problématiques et à me montrer fort sur certaines formes de sujets. Là, le fait de faire des hypos que j'étais pas capable de gérer face aux autres, c'était pour moi une image dégradante. C'est ce que je ressentais moi, c'est pas forcément ce que je ressentais. Mais ça, je pense que c'était plus difficile, ouais. Ouais, c'est vrai que quand il y a cette vision de malaise, en fait, de se dire je vais perdre mes moyens, il y a une perte de contrôle aussi de son corps. En fait, tu sais pas quoi faire, les autres savent pas comment t'aider, toi tu sais pas comment expliquer ce que tu ressens, tu sais pas quand ça va passer parce que c'est nouveau pour toi, tu connais pas encore ce phénomène. Donc en gros, tu peux pas appeler à l'aide, les gens se sentent impuissants, toi tu te sens faible, eux ils sont parfois juste un peu bouche bée en te regardant, et ça crée, je pense, un contexte qui est, quand tu vis de l'intérieur, qui est très désagréable, parce que t'as l'impression en fait d'être un gêne pour les autres alors que c'est pas le cas. T'as l'impression de pas te maîtriser alors que t'as l'habitude de te maîtriser, et puis t'as pas l'impression d'être jugé mais t'as l'impression d'être dans une forme d'incompréhension des personnes qui t'entourent. Donc tout ça, je pense que c'est un peu difficile à vivre. Et maintenant il y a une évolution l'évolution, c'est que maintenant je sais comment ça va se passer, donc à la rigueur je sais mettre des mots dessus si ça m'arrive face à des personnes, donc je leur expliquer très bien comment ça marche, etc., qu'il n'y a pas de souci. J'aurais beaucoup moins peur moi aussi d'hypoglycémie, donc par exemple là où au début j'étais dans le manque de contrôle total de ma situation, maintenant je sais que ça va se passer à bout d'un moment, je sais ce qu'il faut que je mange, etc. Donc je pense que, et dans le regard des autres et dans mes yeux à moi, il y a plus de contrôle dans ce qui se passe aujourd'hui quand ça se passe pas comme on voulait qu'avant. Alors moi c'est plus une réflexion que je me suis faite. J'entends beaucoup des personnes qui ont diabète, qui disent je suis diabétique. Donc une forme d'appartenance, une forme d'identification en fait à la maladie. Ouais. Alors est-ce que peut-être c'est plus une façon de parler, ou est-ce que toi tu dis plus je suis diabétique ou j'ai un diabète? Oh, je suis diabétique. Ouais. Je suis grand. C'est comme avoir un organe en fait. Avoir le diabète, ça fait partie de nous. En fait, c'est pas comme avoir un organe, c'est qu'on on a un organe qui fonctionne plus. Ouais. Donc en fait, ça fait partie de nous. C'est comme un symbole qui nous définit. Okay. C'est pas quelque chose qu'on a. Parce qu'en fait, le diabète, on l'a pas. C'est pas une maladie. C'est juste notre pancréas, il s'est fait grignoter par nos défenses immunitaires, il est plat. Donc on n'a pas une maladie qu'on peut guérir, on est quelque chose. C'est un statut. D'accord. Je le vois plutôt comme ça. Tu vois, ok. Et pour toi, ça te définit en termes d'identité ou Ça me définit dans le sens où ça va m'amener à faire des choses que j'aurais pas forcément faites si j'avais pas eu le diabète. Ok. Donc ça me définit dans le sens où je pense que ça va me donner soit un courage supplémentaire, soit une envie supplémentaire, soit une motivation supplémentaire. Mais donc du coup, oui, tout ce que j'entreprends aujourd'hui, une grande partie des choses que j'entreprends aujourd'hui, je les entreprendrais peut-être pas forcément de cette façon-là si j'étais pas diabétique. Et donc c'est une partie, en fait, c'est comme si c'était une de tes caractéristiques un petit peu. Mais pas forcément parce que des fois on s'identifie totalement en fait à sa maladie. Quelle place ça prend en fait dans qui tu es? Moi ça prend la place. En gros, mon corps c'est le moteur. Donc c'est le moteur qui est capable de faire plein de choses. Et je pense que le diabète c'est un petit organe de ce moteur, ou un peu l'énergie de ce moteur, qui va me pousser à aller faire des choses. Donc en fait c'est juste quelque chose qui est un facteur de motivation énorme. Et justement peut-être me dire que ça me limite pas, que c'est pas ça qui me limite. La seule différence, c'est la place que tu lui attribues ensuite. Par exemple, je vais voir des gens qui vont me dire c'est difficile de courir un marathon avec le diabète. Moi, je vais leur dire c'est difficile de courir un marathon avec ou sans diabète. Donc souvent, les gens vont attribuer la difficulté de quelque chose à leur maladie. Moi, je vais leur dire la difficulté de quelque chose n'est pas associée à la maladie. Rien n'est simple dans la vie, il faut toujours faire un effort, il faut toujours s'investir dans ce qu'on entreprend. Mais la maladie, par contre, va être un paramètre à prendre en compte dans la façon dont on va gérer
l'objectif qu'on a envie de réaliser. Mm. Et ce qui est sûr, c'est que le diabète sera dans n'importe quel objectif qu'on voudra réaliser. Donc c'est en ça que ça nous définit, c'est que quoi qu'on entreprenne, ce paramètre sera à prendre en compte. Si on part en soirée, il faut le prendre en compte. Si on fait du sport, il faut le prendre en compte. Si on va voir des gens qu'on connaît pas, il faut le prendre en compte. Comment on va le communiquer. Là où parfois, par exemple, quand on a un enfant, on peut ne pas prendre son enfant en soirée. Oui. Donc on ne devra pas prendre en compte ce paramètre-là à ce moment-là. Donc quoi qu'on fasse, ce paramètre, il nous suit. Okay. Donc c'est en ça que ça nous définit. Par contre, c'est pas ça qui va nous créer de la difficulté. C'est juste qu'il faut qu'on apprenne à gérer ce paramètre 24/24. Une dernière question un peu dans le même style. Y a-t-il un moment où tu as l'impression que la maladie prend trop de la place dans ton identité ? La maladie, elle prend trop de place dans mon identité quand je lui en donne trop. Et ça m'arrive de lui en donner trop. Je pense que quand j'ai peur de faire quelque chose, je vais m'en servir d'excuse. Okay. C'est-à-dire que c'est une situation dans laquelle je me sens pas à l'aise, plutôt que d'affronter cette situation, je vais dire bon, à cause du diabète, de toute façon, je peux pas le faire. Donc je pense que ça va me simplifier certaines fois le fait de ne pas passer à l'action sur certains sujets. Je pense que c'est une excuse facile en fait. Donc c'est là où ça prend trop de la place, c'est quand on s'en sert comme étant une excuse facile. Et des fois, on peut penser que c'est aussi une excuse, mais il faut aussi écouter son corps et il y a des moments... c'est pas... Est-ce que c'est compliqué des fois de savoir si c'est vraiment un vrai besoin ou... En fait, je te prends un exemple. C'était la dernière fois, j'étais en rendez-vous avec une fille et moi je bois pas d'alcool parce que du coup, suite au diabète, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Et donc on allait manger au restaurant, sauf que le restaurant était plein. Et donc du coup, il me dit tiens, si on allait boire un coup dans un bar. Moi, à ce moment-là, je dis je bois pas d'alcool. Ouais. Alors j'aurais pu dire on va dans un bar et finalement prendre un péril dans le bar. Je pense que j'ai encore des réflexes où parfois dans certaines formes de situations où du coup je sais que je vais devoir maîtriser un peu l'inconnu. Ça m'a amené une forme de communication maladroite. Okay. Donc est-ce que c'est de l'autodéfense ou par rapport au fait que je vais dire bah, tiens je bois pas, comme ça du coup peut-être qu'on n'ira pas boire un verre et donc peut-être que du coup j'aurais pas besoin d'exposer quelque chose que j'ai pas envie d'exposer. Et donc là des fois c'est un peu une faiblesse parce que du coup t'as quand même beaucoup de situations dans ta vie et ça m'est arrivé de refuser des soirées parce que j'avais le diabète ou de partir plus tôt en fait en soirée, à un moment donné t'en as marre, t'as envie de rentrer chez toi, tu vas le trouver comme excuse. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois peut prendre un peu le pas pour te faire fuir des situations un peu difficiles à gérer. Et est-ce que des fois c'est un frein dans tes relations, enfin en règle générale, amicales ou autre, peu importe Je pense que c'est un frein pour moi dans le sens où dès que je vais devoir être confronté à quelque chose que j'ai jamais fait, je sais pas comment ça va se passer, donc je vais y aller avec de l'appréhension. Et je pense que le fait de penser beaucoup à quelque chose, quand tu es dans une situation, quand tu es dans un contexte social, fait que ton esprit peut être ailleurs. Et donc tu peux être un peu distant par rapport aux personnes qui t'entourent. Et je pense que c'est cette distance en fait qui va être un frein, c'est-à-dire qu'en fait tu auras peut-être plus de mal à créer des interactions avec les gens, parce que tu seras dans ton cheminement de réflexion permanent. Et des fois c'est involontaire. Donc du coup je pense que parfois ça peut être un frein à l'interaction sociale. Pas parce que t'as pas envie d'aller au contact des autres, c'est parce qu'en fait t'es en train de penser à autre chose et que t'écoutes absolument pas ce qui se passe dans la salle. Le regard des autres, donc, a-t-il une influence donc, sur comment tu te perçois et comment tu gères cela ? Alors je dirais pas le regard des autres a une influence sur ce que je ressens. Je dirais que c'est mon regard à moi sur ce que les autres pourraient potentiellement ressentir de moi qui va me gêner. Donc c'est plutôt la projection que je vais faire de leur regard. Et du coup, ma façon de le gérer, ça va être de mettre, je pense, les pieds dans le plat le plus vite possible. Donc je vais en parler rapidement, je vais dire voilà, moi j'ai ça comme maladie, ça peut me générer tel type de situation, etc. Comme ça, j'ai l'impression que finalement j'atténue cet effet regard, puisque ils sont au courant de tout ce qui peut se passer. Mais je pense que ça me force parfois à parler à des inconnus de ce genre de trucs. Je pense que ça peut être des situations un peu gênantes quand tu connais pas les gens, pour eux aussi. De se dire tiens, pourquoi ils me parlent de ça, j'en ai rien à faire, ça va pas changer ma soirée ou quoi que ce soit. Donc moi en fait c'est ma défense, et c'est peut-être là où ça peut créer un truc un peu incompréhensible entre les deux personnes. Ok, en fait tu te dis ok, je pose mon sac à dos, Exactement. J'ouvre, je regarde ce qu'il y a dedans, voilà, ça c'est ce que j'ai sur le dos, il y a tout ça. Voilà. Ça c'est fait. Mais bon, des fois t'as des gens qui ne connaissent pas et qui se disent non, on se connaît pas, pourquoi ils vous parlent de tout ça, tu vois. Oui, d'un autre côté, c'est comme si t'avais un poids et tu dis ok, bah au moins c'est dit, au moins c'est fait et j'ai pas besoin de... Plutôt que me dire si se passe quelque chose dans la soirée que je vais devoir gérer, machin, sans que les autres comprennent pourquoi j'ai ce truc-là qui m'arrive à ce moment-là, là je sais que tout est dit.
Je sais que si je dis je bois pas d'alcool, j'aurai pas de questions parce que du coup je bois pas d'alcool parce que j'ai diabète de type 1, etc. Donc j'ai l'impression que ça me protège. As-tu déjà ressenti le besoin de cacher ou de minimiser ta maladie face aux autres? Ça, je pense que ça me le fait principalement quand je suis en rendez-vous avec les filles. Même encore aujourd'hui, j'ai peur que ça puisse faire peur. C'est-à-dire que je pense que j'ai peur que ça puisse être un frein. Pas dans le sens où ça l'est, dans le sens où tant que c'est pas vécu, et que tant que les personnes n'ont pas vu que tout se passait bien en gérant ce genre de truc, je pense que ça peut être une projection qui peut être un peu effrayante dans une vie quotidienne. T'as peur que la personne génère plus de stress face non, à ou ça? se dit juste, il a ça, ça va être un frein pour moi, ou ça va pas me permettre de réaliser certains trucs dans ma vie. Donc comme j'en sais pas beaucoup plus à ce moment-là, mais ça arrive jamais. C'est une peur, c'est une crainte que j'ai moi. Donc du coup, je vais minimiser l'impact de cette maladie sur beaucoup de choses, je pense. Pour justement pour rassurer les gens et me donner la possibilité d'expliquer plus clairement les choses. Peut-être ensuite, Et pour que la personne puisse voir aussi sur le quotidien, à force par exemple de te voir que tout va bien en fait et que ça se passe bien. C'est ça. Selon toi, y a-t-il des stéréotypes ou des idées reçues sur le diabète de type 1 qui affectent l'image que la société projette par exemple sur toi ou en tout cas sur... Pour moi, il y a des stéréotypes qui sont associés au diabète de type 2. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent penser à un moment donné qu'on a le diabète de type 1 parce qu'on a peut-être une mauvaise hygiène de vie, qu'on a mangé trop de ci ou pas assez de ça, ou qu'on fait pas assez de sport, etc. Moi, franchement, j'en ai rien à faire. Ça m'impacte absolument pas. Moi, j'ai plein de préjugés, de stéréotypes sur tout un tas de sujets. Parce que de toute façon, quand on connaît pas un sujet, on a des préjugés. Quand on nous dit quelque chose, le premier réflexe du cerveau, c'est d'essayer de comprendre la situation. Et si elle est pas au courant, elle va créer son préjugé. Donc moi, non, ça m'atteint pas. Je suis bien dans les masques. On va faire un petit exercice. Il faut que je parle au miroir. Exactement. Non, c'est pas ça. Tu vas prendre le miroir dans tes mains. Je vais t'inviter à fermer les yeux. Dans un premier temps, avant de te regarder dans le miroir. Ok. À prendre quelques inspirations pour te détendre un petit peu. Quand tu vas te sentir prêt, tu vas te regarder dans le miroir. Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes? C'est pas que physiquement, c'est qu'est-ce que tu vois, qui tu es. En fait. Non, moi ce que je vois, c'est que c'est quelqu'un que la maladie a fait vachement progresser sur l'acceptation de soi, sur l'acceptation des autres, justement sur l'acceptation des préjugés et tout ça. Je pense que je suis beaucoup moins dans le jugement. Parce que je me rends compte que c'est pas parce qu'on voit quelqu'un qu'on sait ce qui se passe à l'intérieur de lui. En fait, l'image qu'on voit en dehors de la personne, c'est rarement ce qui se passe à l'intérieur. Donc moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est quelqu'un qui justement prend beaucoup de recul sur beaucoup de situations. Et que c'était pas forcément le cas il y a quelques années en arrière. Donc quelles sont les choses, les personnes ou les habitudes qui t'aident à mieux vivre avec le diabète? Les habitudes, je dirais que c'est le fait d'aimer cuisiner et de faire du sport. Parce que ça, je pense que c'est deux éléments clés de la gestion de la maladie. Ou je dirais même que c'est deux éléments clés de la gestion de la vie au quotidien, qu'on soit malade ou pas malade. Les personnes, c'est forcément mon entourage. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont justement dans le non-jugement autour de moi. Et je pense que c'est vachement important, en fait, à un moment donné, de pouvoir faire ce qu'on veut et de pas être jugé. En fait, de pas se dire, tiens, on m'a invité à faire ça ce soir, j'avais accepté, mais j'ai plus envie d'y aller parce que ma journée s'est mal passée ou quoi que ce soit. Et de savoir qu'on peut dire n'importe quoi à n'importe qui sans qu'il y ait plus de questions que ça. Je pense que c'est hyper libérateur. Je pense que c'est hyper important d'être entouré de gens qui vont jamais nous juger et qui vont nous laisser libres de prendre nos décisions, de pouvoir dire non quand on veut, etc. Les choses qui m'aident au quotidien. Après, j'ai l'association de runners diabétiques, type Running Team. Je pense que ça, c'est un truc aussi qui m'a permis de rencontrer pas mal de gens qui étaient dans le même trip que moi, du sport et du diabète, et que c'est une émulation de malade. Et donc, du coup, cette année, je pense que si je fais l'UTMB en fin d'année, c'est grâce à cette association. Et grâce à toutes les rencontres que j'ai pu faire dans cette association. Et est-ce que tu veux nous en parler un peu plus de ce projet l'UTMB Le projet UTMB, en fait, il a pris racine il y a 2 ans. J'avais commencé à faire un peu de trail. Et puis, par hasard, j'ai gagné la possibilité d'aller faire un tour du Mont Blanc avec Xavier Thévenard, qui est un ultra-trailer professionnel, et une marque de chaussures, c'était On Running. Et donc, il fallait aller faire le tour du Mont Blanc, tout frais payé, pendant 4 jours. Donc c'était un tour du Mont Blanc Express, ça faisait 45 km et 2500 mètres de dénivelé tous les jours. Moi, ça faisait 1 an que je faisais du trail, je savais pas trop si j'étais en capacité de le faire. Je savais très bien que j'allais être avec des gens qui n'ont pas de diabète de type 1, donc il fallait que je gère et ma formule physique et ma maladie à ce moment-là. Et j'ai quand même décidé d'y aller. Et toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est devenues des amis. Et donc du coup, l'UTMB, c'est un peu le pèlerinage
de ce moment-là où j'ai fait le tour du Mont Blanc avec toute cette équipe. Et je pense que c'est le projet qui définit le mieux le fait qu'à un moment donné, j'ai réussi à m'affronter moi-même pour aller rencontrer des gens qui n'avaient pas le diabète de type 1 dans une zone où j'étais pas du tout à l'aise. Faire un tour du Mont Blanc en 4 jours, c'est pas forcément facile, même quand on n'a pas le diabète. Et le fait d'avoir accepté d'y aller, sachant que je savais pas du tout où j'allais. C'était vraiment le mystère total, l'inconnu. Et donc là, le fait de pouvoir faire l'UTMB cette année, en fait, ce pèlerinage, c'est un peu ça qui a tout lancé, je pense, chez moi, dans toutes mes démarches de venir en Savoie, de venir habiter à la montagne. Donc c'est plus qu'un projet sportif. Aujourd'hui, ça vient boucler peut-être 2 ans et demi de réflexion sur beaucoup de choses. Ouais, c'est un pèlerinage. Je pense que dans la vie, il y a plein de séquences qui s'enchaînent en permanence. Je pense qu'on n'a pas un but dans la vie. On a plein de chemins différents. Et là, je pense que c'est un chemin peut-être qui va reboucler. Peut-être qu'il se passera d'autres choses ensuite. Est-ce que ce sera dans le trail ou pas, ou j'en sais rien. Mais je sais que ça, c'est vraiment un truc qui vient définir une période de ma vie qui a duré 2 ans et demi. Et que c'est vraiment important pour moi de le faire. Et parce qu'en plus, ça m'inspire. Et je me dis, ce qui m'inspire peut aussi inspirer. C'est un très beau projet en tout cas, et félicitations. Franchement, c'est... On verra quand il sera fait. Mais... Oui. Non, mais c'est déjà bien d'avoir ces projets-là et d'y aller en fait. Et de tenter, parce que même si on ne sait pas comment ça va se passer ou qu'est-ce que ça va amener par la suite, déjà en fait c'est tout le chemin, toute la préparation qu'il y a là-dedans, la détermination que tu as, et je trouve ça très beau en tout cas. Donc c'est déjà super d'avoir des projets, de les initier et de tout faire pour aller jusqu'au bout, quoi. Après, moi je pars du principe que si un projet ne te fait pas un minimum un peu peur, ça sert à rien d'y aller. Ouais. Il faut y aller si vraiment tu sens que ça va te faire sortir de quelque chose. Donc j'aime bien tout le projet où tu es obligé de te prendre un peu par là. Ouais. Sortir de sa zone de confort. Ouais, exactement. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui vient d'être diagnostiqué et qui se sent perdu en termes de son identité, tout ça? Moi, le premier conseil, je pense que la chose qui fait le plus de bien à ces gens-là, c'est d'aller, vers des gens qui comprennent leur maladie. Donc, a priori, des gens qui ont leur maladie. Et 2, dans ces gens-là, de trouver ceux qui sont positifs, qui sont motivés pour faire plein de choses et qui n'ont pas un discours dévalorisant par rapport à cette maladie-là. Parce qu'en fait, si on est malade, c'est qu'a priori on n'a pas le choix, on va devoir vivre avec. Donc, il y a beaucoup mieux à faire que de dévaloriser ce qu'on est en train de vivre. Donc, il faut trouver la force de suite de se prendre en main pour se dire, maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais de bien? Donc, je pense que ça, c'est vraiment la priorité. Il faut trouver ces gens-là. Après, la difficulté, c'est comment trouver ces gens-là. C'est pour ça que j'aime bien, moi, à l'hôpital, quand il y a des découvertes, c'est récent, je propose des comptes Insta. Le tien, j'ai proposé déjà plusieurs fois à des jeunes qui venaient d'être, qui est beaucoup dans le sport aussi. Et je trouve ça intéressant parce que même si, en tout cas où je suis, on a une équipe quand même très bienveillante. On reste des professionnels de santé. Pas des gens qui vivent, On le vive pas, même si ça les rassure, parce que le discours a aussi changé, même par rapport à l'alimentation, par rapport à beaucoup de choses. Ça reste quand même très récent, ce discours et cette façon de prendre soin. Et c'est pour ça que à chaque fois j'essaie de dire, surtout pour les jeunes, les réseaux sociaux, il y a ça, il y a ces personnes-là qui en parlent. Même, il y a des personnes qui font des vidéos sur tel et tel dispositif. Et souvent après quand je repasse ils me disent oui j'ai vu, ah là là ça fait du bien, et on voit déjà qu'il y a un changement, même s'il y a un temps je pense aussi d'acceptation aussi, ou en tout cas d'intégration. C'est normal qu'au début il y a le choc du diagnostic, chaque personne va le prendre différemment, mais en tout cas de pouvoir avoir des personnes locales comme toi qui peut partager ça et amener un peu plus de légèreté et de positif. Et puis qui vivent la même chose. Et puis avoir l'impression en fait qu'il y a tellement de gens maintenant qui ont le diabète qui font plein de choses différentes. Tu vois, il y a des chanteurs, il y a des sportifs, il y a des gens qui sont responsables de multinationales. Il y a Jonas Brothers. Il y a des gens qui font des films, etc. Et donc je pense que c'est important de savoir que quand on voit tous ces exemples, ce panel de gens qui font plein de trucs, que en fait, finalement, on a notre place partout. C'est ça. Il n'y a plus un truc qui nous intéresse. Ça nous interdit de rien faire. Je pense qu'on a déjà parlé de ça, mais as-tu trouvé une force ou une qualité que tu n'aurais peut-être pas développée sans cette maladie? Développer, parce qu'en fait, je pense que toutes mes forces et mes qualités d'avant m'ont permis à avancer dans la maladie. J'étais déjà curieux, j'étais déjà beaucoup sur la remise en question, j'étais déjà beaucoup sur le développement personnel, j'étais déjà beaucoup sur essayer de comprendre les autres.
Donc le non-jugement, tout ça. Par contre, ouais, je pense que le truc que ça a le plus développé, c'est effectivement, c'est jamais ce que les gens vivent. Donc en fait, quelle que soit la personne qu'on va rencontrer, moi, j'ai là une contre-personne, même les gens qui potentiellement m'écoutent peu quand je parle de mes problèmes, ils vivent certainement les leurs. Et je pense qu'en fait, le truc qui est le plus important dans la vie, c'est de se dire qu'on a chacun son sac à dos avec tout un tas de trucs à l'intérieur, du bon, du moins bon, et qu'on est personne pour juger ce que les gens vivent. Et donc, malgré le fait que nous, on a aussi nos problématiques, on peut pas demander aux gens d'être tout le temps à l'écoute de nous. Et je pense que souvent, on a tendance à trop demander aux autres d'être attentionnés vis-à-vis de nous. Ouais, je pense que le truc que ça peut-être du coup, le truc que ça m'a le plus appris, c'est qu'en fait, l'amour doit venir de nous et pas des autres. Parce que si on attend tout le temps une validation ou l'amour des autres, souvent on se met dans des phases d'incompréhension. Et je pense qu'en fait, il faut juste apprendre à s'aimer soi-même, quels que soient nos défauts et nos qualités. Et de toute façon, s'accepter comme on est, déjà on n'a pas trop le choix. On est comme on est. Je pense que c'est vraiment le truc que ça a développé. Ouais. C'est vraiment s'accepter comme on est. Et quoi qu'il se passe dans notre vie, ce qu'on a ne nous définit pas. En fait, ce qui fait de nous quelqu'un de bien, c'est pas si on est grand, si on est petit, c'est pas si on est malade, si on n'est pas malade, c'est pas si on est sportif ou pas sportif. Je pense que c'est si on est capable de faire sourire quelqu'un d'autre et si on est capable de le respecter. Et je pense qu'en fait, on est souvent dans beaucoup de choses qui sont physiques ou sportifs. Et en fait, non, c'est juste c'est très intellectuel en fait. Le fait d'être quelqu'un de bien ou pas bien, je pense. Ou de s'aimer ou de pas s'aimer. Alors, si tu pouvais parler à la personne donc, que tu étais au moment du diagnostic, qu'est-ce que tu te dirais ? Qu'est-ce que je lui dirais ? Je lui dirais, t'imagines même pas, mon gars, qu'est-ce que sera ta vie dans 3 ans et demi. Tu seras plus du tout là où t'habites, t'auras plus tous les mêmes potes de là que t'avais auparavant. Je pense que tu te rends pas compte à quel point ta vie va changer. Finalement, pas trop mal. Ce sera un bon changement. Et la dernière question, donc pour finir, quel message aimerais-tu partager avec en tout cas, le monde, pas uniquement aux personnes atteintes de diabète ? Moi, le seul message, c'est croyez en vos rêves, qu'on ait le diabète ou pas le diabète. De toute façon, la seule chose qui peut nous garder en vie, c'est de croire en nous, c'est de croire en ce qu'on veut faire. Tout est possible, on trouve toujours une solution. Dans tous les cas, quand on a vraiment envie de quelque chose, on sait trouver les différentes options pour y arriver, pour les mettre en place. Donc moi, je pense que le message universel, c'est faut croire en soi. Faut foncer, et puis de toute façon, après, carpe diem. Et quand on y croit, en général, ça se passe bien.